Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième partie de cette série estivale d'un été avec Beckett. On va reprendre assez rapidement où on en était. Donc Beckett a fait un grand tour des États-Unis en passant par l'Afrique et décide de se rendre en Europe pour assister à une discussion assez particulière entre des vampires africains, donc ce qu'on appelle les Laibons. Laibon étant un effet de langage, il se retrouve face à plusieurs disons, ethnie ou lignée vampirique des Laibons, avec certains, disons, les Ashira, par exemple, qui sont au nord, qui sont les vampires africains qui vivent essentiellement au Moyen-Orient et en Égypte. Des vampires qui sont dérivés des Wan-Kuei. Donc les Wan-Kuei sont enfin, plus ou moins les vampires d'Orient ou les vampires asiatiques, mais suivant la lignée de Cain. Donc c'est pas des Kuei-Jin. Et bien d'autres. L'entrevue va se dérouler, va devenir un peu compliquée puisque les vampires africains vont faire boire du sang sacrément épicé à Beckett, qui va commencer à avoir des visions et parler à voix haute pour se faire à la fois tirer un peu les verres du nez et obtenir des visions prophétiques auprès des Laibons, avec plein de différentes, enfin une sorte d'exposition de lignées avec des petits paragraphes à chaque fois. Je passe vite fait dessus pour une raison simple, c'est que je connais pas très bien. J'avoue que je connais très mal les vampires du royaume d'Ébène et tous ceux affiliés. Donc plutôt que de dire des bêtises, vraiment je préfère passer. La seule grosse différence majeure, c'est une différence qui se veut déjà historique et ethnologique, puisque les vampires, en tout cas de ce qu'ils appellent les kindred, donc les descendants ont tendance à avoir un point de vue extrêmement centré sur Cain, l'Ancien Testament et en général le monde occidental, ce qui permet de donner un autre angle d'approche, là où les Laibons, donc les vampires africains, en général, partent du principe que si oui, ils sont nés, s'ils ne considèrent pas Cain comme Cain, mais ils l'appellent Kang, ils sont partis ils sont d'accord pour dire que les descendants viennent d'Afrique et que leurs ancêtres à eux ont quitté la seconde cité assez rapidement pour fonder leur propre lignée. La grosse différence, c'est qu'ils sont moins impliqués d'une certaine manière dans le djihad parce qu'ils ont une autre technique que la diablerie, à savoir que les anciens vampires de ces lignées-là peuvent transmettre une partie de leur puissance et donc ainsi rester, entre parenthèses, jeunes vampires ou moins puissants. Ça les empêche d'avoir une puissance du sang trop importante et donc une trop d'épaisseur pour ce qui peut provoquer la soif des âges au fur et à mesure. On rappelle, hein, quand un vampire est trop vieux, il est obligé de se nourrir sur d'autres vampires. Et ça permet, quelque part, c'est cette terreur-là qui génère une partie de l'angoisse liée au djihad vampirique, ce que les Laibons arrivent plus ou moins à occulter. Donc c'est l'essentiel de ce petit chapitre, hein, avec encore une fois donc la présence toujours de la Camarilla du Sabbat à Talmarae, mais dans une puissance bien moindre. Les Wankuei aussi sont là, mais c'est essentiellement les Asiman, les Laibon, les Ashira, donc les différentes formes de vampires africains, avec des petits éléments supplémentaires pour les jouer, parce que durant l'âge des ténèbres, donc ce qu'ils appellent la longue nuit, qui est la période qui va de la Rome antique, enfin la chute de l'Empire romain jusqu'à l'Inquisition, pour aller vite, qui est le contexte de jeu qu'on a dans Vampire Dark Age V20. Et il y a une petite note juste sur la transmission du sang, donc la mécanique dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ensuite, Beckett se rend pour une raison, toujours à la recherche de son foutu livre, toujours en essayant de poursuivre la piste du djihad, sur quelqu'un qui est sorti du djihad, enfin qui semble être sorti du djihad, et qui est extrêmement connu, qui est Dracula. Dracula a un rôle extrêmement particulier dans Vampire la Mascarade, pour une raison, c'est que le Dracula fantasque, donc en tant que vampire, existe en périphérie du Dracula inventé par Bram Stoker. Dracula est essentiellement le Dracula historique, jusqu'à la fin de sa vie, sauf qu'à une différence près, c'est que son père lui a enseigné et lui a parlé des sombres seigneurs qui vivent en Transylvanie. Essentiellement la présence des Tzimiscés, la présence des Trémères, et ces éléments-là, Dracula, son père et surtout son grand-père, les ont toujours gardés à l'œil.
Tout en faisant sa croisade sa guerre contre les Turcs, Dracula donc le fils de Dracule, Vlad Tepes, va peu à peu réussir à amadouer, on va dire, les Tzimiscés en leur faisant croire qu'ils sont à leurs en leur faisant croire qu'il est à leurs ordres, en courbant les chines quand il faut, et il va réussir juste au moment, ou juste avant quelques temps, mais on parle de dizaines d'années avant l'Inquisition, à capturer deux anciens, par la puissance, mais pas par l'âge, deux Tzimiscés, dont Rudbert Landvrak, et les utiliser, et les forcer, les torturer, et les forcer à l'étreindre, tout en s'assurant que si jamais il était étreint, il ne pourrait pas le contrôler ou lier par le sang après ça. Ce qui se passe, donc l'embarque est officiellement le sire de Dracula, qui falsifie sa mort, et ensuite met un pion fantoche sur le trône de Roumanie, avant de commencer à devenir un électron libre. C'est la grande... je pense que c'était la seule manière, et qui est d'ailleurs très intelligente, de la part de White Wolf, de Hagen et des autres, de Reinhagen et des autres en général, c'est cette idée que Dracula n'est pas, puisqu'il est tellement connu et qu'il est devenu l'essence du vampire, il n'y avait pas d'intérêt à le faire jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire, et c'est vraiment peut-être une des très très bonnes idées, je pense, au niveau du métaplot, même au niveau de Vampire en général. D'ailleurs, on rappelle qu'en V1, la lettre d'introduction, le premier document que vous avez dans le bouquin, c'est une lettre de Vlad Tepes envoyée à Mina où il est en repentir. Et ça, c'est aussi important, c'est que Tepes a côtoyé et a filé un coup de main tour à tour à la Camarilla, aux Sabbats, aux indépendants, avant de rester toujours neutre, d'une certaine manière. Donc il devient une autarkie, mais cette autarkie-là se retrouve très rapidement intégrée à l'inconnu. Beckett, lui, donc, va arriver dans le château et évidemment, comme dans les films, va se retrouver complètement hypnotisé et devenir l'une des concubines, parce que Dracula, je ne sais pas combien, il a 7 ou 8 concubines qui le suivent, donc des hommes, des femmes, de différents âges, qui lui servent tous, à la fois bon, sexuellement, mais aussi en compagnonnage et par leurs différentes cultures et ce qu'ils savent. Donc le chapitre, c'est très classiquement, hein, comme Jonathan Harker, Beckett va essayer de trouver un moyen de sortir du château et être manipulé à droite à gauche, tout en essayant d'avoir des conversations sur l'oreiller avec Dracula, qui va lui expliquer comment il a fait son œuvre, et qu'il a cherché simplement en ayant manipulé Bram Stoker, et en créant le personnage de Dracula, il a permis quelque part de renforcer... Donc il y a différentes théories, mais l'idée principale, c'est que, il renforce la mascarade, 2, il devient un mythe et donc plus personne ne croit en lui, ce qui lui laisse complètement le champ libre, et ce qui rend quasiment impossible la Camarilla, le Sabbat et peut-être l'inconnu de le pister, le traquer, le trouver. Le Dracula a d'autres objectifs, évidemment. Son objectif principal, c'est de faire la nique à un grand démon très puissant qui est lié à la terre de Transylvanie. En effet, ce démon, c'est Kupala. Kupala a un rôle extrêmement important à travers une campagne qui s'appelle les Chroniques transylvaniennes, donc Transylvania Chronicles, qui commence en Dark Age et qui finit dans Vampire la Mascarade en Revised. Et il y a un bisbille entre Dracula et Kupala, et Dracula veut impérativement pulvériser le démon. Évidemment, c'est un démon, c'est compliqué, donc Dracula recherche pour ça des épées qui sont sa possession, qu'il a perdues, notamment, je ne sais plus, c'est Acorn et l'autre, j'ai plus le nom, qui pourraient lui permettre de détruire détruire Kupala. C'est pareil, il sait que les Trémères, qui sont ses adversaires, possèdent un livre basé sur le démon, qui parle du démon et qui lui permettrait de le détruire. Donc il a envoyé Mithril le chasseur, qui est un de ses servants. Quand on fera, vous inquiétez pas, tout ça, ça sera réexpliqué quand je parlerai de Chroniques transylvaniennes. Mais l'idée, c'est qu'il avait un larbin qui était gangrel, et il a dit, bah tiens, Coco, va à Vienne, t'en profites pour détruire les Trémères, et tu récupères ce bouquin, ce qui a été évidemment une mission suicide, mais qui lui a permis de récupérer le bouquin. Ça, c'est vraiment son grand plan. Et donc Beckett le suit pour trouver, lors d'une de ses chasses nocturnes, où il va trouver un homme qui a été détruit, enfin un vampire qui a subi le vassal, donc qui est devenu une bête, on rappelle. Hein. Le vassal, c'est quand vous tombez à 0 d'humanité, vous perdez votre dernier point d'humanité, vous devenez une wig, donc
un vampire qui est dominé complètement par la bête, où les seules actions, c'est de traquer, vous lever, tuer tuer des humains, les drainer et partir vous coucher. Donc c'est vraiment des créatures d'instinct terribles qui sont une menace permanente à la fois pour la mascarade et pour l'humanité en général, que aussi bien le sabbat que la Camarilla s'accordent pour détruire. Il tombe sur un espèce de vieux chevalier qui s'appelle Dominique, qui a un rôle de son vivant avait un rôle important puisque c'était le fondateur des Prométhéens, enfin l'un des fondateurs des Prométhéens. Les Prométhéens étant un courant de pensée dont on va reparler un peu plus tard, des Brujas, qui cherchaient à rétablir le rêve de Carthage, Carthage s'étant effondré bien avant. On rappelle que Carthage, c'est un endroit, c'est une ville, c'est une sorte de refondation de la première et de la seconde cité, où les vampires côtoyaient les humains en toute impunité, et que ce rêve, qui était tenu par les Brujas, aurait été détruit par une alliance entre les Malkaviens et les Ventrus, avec le compagnonnage d'une espionne toréador, qui se révélera plus tard Helena. Donc finalement, le père, plusieurs missions, enfin Dracula amène Beckett sur plusieurs missions un peu étranges, donc aller tuer Sedwig, se retrouver face à un nid de gargouille, c'est un peu la terreur, et finalement, l'époux numéro 7, donc il dit « je suppose que c'est moi », il arrive tant soit peu à se délivrer et se barrer, un peu comme Harker, pour reprendre son avion et se barrer, Fissa, en Grèce. Les petits carreaux, enfin les petites notules résument ce que je vous ai dit. Dracula est un électron libre qui domine la Transylvanie. Est-ce qu'il est de l'inconnu? Probablement. Est-ce qu'il est autarkie? Sûrement. Est-ce qu'il est farouchement indépendant? Clairement. À côté de ça, la piste de l'inconnu est importante puisque c'est aussi l'un des hauts lieux l'un des hauts lieux de pouvoir de l'inconnu se situe dans un château qui s'appelle le château... que j'ai plus le nom, mais c'est un château en Transylvanie qui a un château historique qui a existé, et à côté il y a une sorte de copie invisible dans lequel se terrent 12 des suivants de l'inconnu qui suivent les préceptes de Saolo. Donc Saolo, c'est le fondateur des Salubris qui a été croqué par Trémère. Voilà, c'est assez simple, succinct. Les morts de Baba Yaga. Direction la Russie. La Russie est un cas particulier dans Vampire la Mascarade, puisque pour faire écho à ce qui s'est passé dans le monde réel, la Russie a pendant très très longtemps été le domaine d'une créature qui s'appelle Baba Yaga. Baba Yaga est officiellement une Nosferatu. Officieusement, on ne sait pas. L'idée, c'est que dans les légendes Nosferatu et autres, Absimiliar, donc qui était le fondateur de Nosferatu, l'antitribu, a étreint plein d'enfants, ainsi mais il les a tous liés par le sang, en apprenant ça par les bons amis de Tzimiscé. Et d'ailleurs, je rappelle, Dracula, techniquement, c'est un Tzimiscé, mais du vieux clan. C'est-à-dire qu'il ne possède pas la compétence de vicissitude et que techniquement, il est plus ou moins indépendant de l'emprise de la vicissitude sur lui. Et même si on ne croit pas aux théories de la main noire, l'idée, c'est que la vicissitude donne quand même un certain contrôle par l'ancien, donc l'antédiluvien Tzimiscé qui existe toujours sur une forme ou une autre, et que Dracula serait quand même plutôt bien foutu au cas où, si jamais l'antédiluvien venait à se réveiller. Donc, tout ça pour vous dire que Tzimiscé enseigne les liens du sang à Absimillar. Absimillar met tous ses enfants sous contrôle de liens du sang, sauf un, qui est une jeune fille qui buvait au bord de l'eau durant la seconde cité, et qui parvient à fuir et se barrer très 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 loin. La question c'est jusqu'où elle est partie. Et dans la légende, l'idée c'est que, dans la légende, cette personne, donc cet enfant fuyarde, va subir la malédiction d'Nosferatu quand Cain va revenir et dire « Dis donc, Cain, Absimillar, t'as tué Zila, puisque t'es un monstre à l'extérieur, tu seras un monstre puisque t'es un monstre à l'intérieur, tu seras un monstre à l'extérieur. » Sachant que la raison pour laquelle il a tué Zila, c'est parce qu'elle lui a fait une estafilade avant de l'étreindre et il n'a pas supporté ça sur son magnifique village. Et d'ailleurs que techniquement, il est possible que Toréador, donc c'est Arikel, je crois, l'antédiluvien, qui était de sexe féminin, est peut-être plus ou moins poussé pour que justement Absimillar aille pour lui montrer à quel point son visage était imparfait, de manière subtile, et après le pousser à assassiner Zila. Comme quoi, les toréadors, ça change pas trop. Il en reste que la question il y a un quatrième génération, peut-être une quatrième génération, qui est la mère concrètement de tout Nosferatu. Et donc tous les autres enfants d'Absimillar, ce qu'on appelle les Niktuku, donc c'est des créatures vampiriques, certes, mais extrêmement puissantes, puisqu'elles sont potentiellement quatrième génération, peut-être un peu plus bas, qui n'ont qu'une mission, c'est de trouver, traquer et détruire tous les enfants
de la lignée rebelle Nosferatu. Unique parce que Absimilard, dans sa tête, s'est dit que si jamais il arrivait à tuer tous ses enfants, concrètement, peut-être que Cain le rachètera. Ce qui n'est pas évidemment... Enfin, le mec est complètement fou, évidemment. Mais ce qui fait que les Nosferatu sont toujours en train de courir à droite à gauche. Vient la question de Baba Yaga. La Nosferatu la plus puissante qui existe pendant quasiment des millénaires, c'est Baba Yaga, qui a tous les attributs de la sorcière dans les légendes du folklore russe et d'Europe de l'Est. Donc elle vit dans une maison à pâte de poulet, elle est très gentille avec les seuls qui sont protégés contre Baba Yaga, c'est les enfants. Si vous êtes poli, ça va, sinon elle peut vous one-shotter de la surface de la planète. C'est une puissante sorcière, c'est elle qui a lancé une malédiction sur Durgacine. Donc Durgacine, c'était une très très grande prêtresse de terre durant les temps anciens et qui a été sauvée par les Ravnos et donc qui est une sorte de faiseuse de paix, qui est un PNJ extrêmement récurrent dans tout l'univers de Vampire. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit Baba Yaga, c'est effectivement la jeune fille et la fondatrice des Nosferatu, sauf qu'entre-temps, elle est devenue complètement folle et elle se prend pour une sorte de sorcière monstrueuse et si elle a un point d'humanité, c'est déjà Byzance, on va dire. Ou alors de l'autre côté, Baba Yaga, c'est pas la fondatrice des Nosferatu, c'est une Niktuku, mais qui est électron libre et qui a réussi par sa puissance à se délier du sang de son sien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc Baba Yaga a gouverné la Russie pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, et avait un pouvoir, elle pouvait ériger une sorte de grande forteresse, une espèce de grand mur invisible qui s'appelle le mur de l'ombre, qui a protégé la Russie de beaucoup d'invasions, qui a permis de stopper Napoléon, ce qui a empêché les Huns d'aller jusqu'en Russie, j'en passe et des meilleurs. Baba Yaga a aussi fait des deals. Très rapidement, elle a été voir tous les démons, toutes les fées, tous les mages, tous les lupins, elle a dit « Bon, c'est simple les gars, maintenant vous bossez pour moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes morts. » Donc les seigneurs d'ombre ont dit « Oui, d'accord, ok, ça marche. » Sauf que rien n'est éternel, et Baba Yaga, étant une très vieille vampire, a fini par tomber en torpeur. Elle est tombée en torpeur, mystérieusement, curieusement, juste au début du XXe siècle. C'est là où les Brujas, qui étaient un peu, disons, complètement écrasés parce que pour des rebelles qui ne pouvaient pas l'ouvrir, ça ne la faisait pas, ont dit super, c'est le moment de prendre le pouvoir. Et donc ils ont établi un conseil Bruja, ils ont passé un deal avec un jeune moustachu, et ainsi de suite. Quand l'URSS s'est levé, les Brujas ont contrôlé pendant près de 70 ans la Russie et toutes les sphères limitrophes des républiques d'Europe de l'Est. Sauf que, comme d'habitude, au début à la fin des années 80, Baba Yaga se réveille. Oh, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que les Brujas, c'est open bar pour les Brujas, tout le monde s'amuse, et elle n'est pas très contente. Donc elle commence à pulvériser tous les Brujas, elle rameute tous les Nosferatu qui lui sont loyaux, tous ses serviteurs, et ça commence à être une espèce de grande purge magnifique qui correspond à la chute évidemment du mur de Berlin et le retour de la sorcière, ce qui fait trembler beaucoup de gens qui décident très rapidement de se barrer. A l'inverse, certains font des deals avec Baba Yaga, notamment en Finlande. Enfin, c'est un peu une catastrophe. On arrive en Revised, donc officiellement la V3. Dans la V3 de Vampire, il y a une série d'événements qui se passent qu'on appelle la semaine des cauchemars. Durant la semaine des cauchemars, il se passe des choses d'une portée cataclysmique, dont on va parler assez rapidement, mais le principal à retenir pour cette partie du livre, et ce que vient voir Beckett, c'est la mort de Baba Yaga. Dans le supplément qui est dédié à la semaine des cauchemars, il y a une petite fille qui arrive, louloulou, et qui one-shot Baba Yaga. Et il est révélé que Baba Yaga, que la petite fille est une Iktuku. Donc clairement, la théorie comme quoi Baba Yaga a été... Parce qu'on rappelle, c'est des théories différentes qui sont énoncées au fur et à mesure des bouquins, le canon est plus ou moins changé, mais là clairement ça sous-entend que en tout cas Baba Yaga était une rebelle d'une manière ou d'une autre, et que clairement les Niktuku sont réveillés et sont là pour aller buter tous les Nosferatu, ça annonce la GN, patati patata, vous connaissez la chanson. Sauf que, quand Beckett fait son petit journal, il n'y a pas de GN. Par contre, Baba Yaga est mort, ce qui fait que le rideau d'ombre tombe et que tous les vampires qui étaient coincés en URSS se barrent. Tous les vampires qui veulent revenir en URSS, en Russie, peuvent venir. Et Beckett se fait juste un petit topo sur ce que je vous ai dit, à savoir qu'est-ce que la mort de Baba Yaga, qui était l'être le plus puissant
à l'ouest de l'Oural, enfin non, pardon, à l'est de l'Oural du coup, implique. Et une petite visite avec différentes personnes qui ont servi Baba Yaga, ou à l'inverse, qui cherchent un peu à s'astreindre de sa portée. Mais il y a encore des armées, les armées de l'ombre de Baba Yaga sont encore présentes, et Vientaki sera assez malin pour récupérer et prendre le contrôle de tout ça. Il y a plusieurs hypothèses qui sont faites par Beckett, en disant bah, c'est la fin de tout, en disant c'est juste quelque chose de passager. Mais lui continue toujours un petit peu sa recherche pour savoir si les Nitocus existent, qu'est-ce qui arrive au Nosferatu. Et il discute avec notamment un enfant d'Oculos, donc Oculos, son grand pote, qui comme vous voyez est très très moche, dont j'ai déjà parlé un petit peu avant. Ça, c'était l'essentiel de son petit voyage en Russie, avec des pistes qui vous sont données sur bah, qu'est-ce qui se passe maintenant. Il y a un puissant démon qui peut être relâché parce qu'il était contrôlé par Baba Yaga. Les Lupins se disent bon, bah, c'est open bar, ça y est, on peut reprendre notre terre natale. Finalement, il y a des nudistes qui arrivent, des nudistes fous qui disent mais peut-être qu'Absimila n'avait pas tort et ils commencent à traquer et tuer tous les Nosferatu. Très sympa pour les Nosferatu. Et voilà à peu près, donc la fin de l'isolation de la Russie. La chute de la maison Trémère. Ah, vaste sujet. Beckett est retenu en otage au Mexique en discutant avec le docteur Varona, qui est un ignoble individu et qui est aussi un frère de sang. On rappelle que les frères de sang sont une lignée créée par les Trémères anti-tribus afin de servir le sabbat, qui consiste à prendre un vampire, prendre un deuxième vampire, prendre un troisième vampire, et dans une grande tambouille cosmique, en faire des espèces de clones qui peuvent se partager des bras, des membres, des disciplines, que sais-je, naturellement par une discipline qui s'appelle sanguinis et qui leur est exclusive. Normalement, comme les gargouilles, les frères de sang sont infertiles, donc ils ne peuvent pas générer d'autres vampires comme ça. Et il y a le docteur Varona qui est en train de torturer, donc il arrache des bouts de Beckett en train de le torturer, il lui manque des bouts. Il dit, mais t'inquiète pas, je vais réussir à dépasser ça. Et c'est rigolo parce que Beckett envoie une missive, commence à écrire son journal, et vu que Varona lui a arraché le bras droit, il dit, je suis en train d'essayer d'écrire du bras gauche. C'est pas facile, mais je vais peut-être y arriver. Il retrouve son pote Oculos qui lui dit, mais tu sais, il y a plein de choses étranges ici, il faut pas rester là. Et Beckett insiste en disant, bah, moi je veux voir où était la maison Goratrix. Parce que, on revient en arrière, il y a très très longtemps, il y a une cabale de mages, qui sont des mages humains, qui sont une des maisons de la maison de l'ordre d'Hermès. Donc l'ordre des mages, c'est le grand ordre de magiciens qui est ici dans Ars Magica et qui est devenu un transfuge dans Vampire la Mascarade, voit que la magie meurt. Puisque la magie meurt, ils disent ok, bon, on va trouver une façon de devenir immortel parce que à ce rythme-là, on va jamais survivre. Arrive Goratrix, qui est le suivant l'apprenti, c'est l'un des apprentis avec Etrius de Trémère, donc le chef de la maison Trémère se fait appeler brillamment et intelligemment Trémère. Et il dit, vous inquiétez pas, moi j'ai trouvé une bonne solution. On va boire cette potion, on kidnappe un vampire, on le torture, on lui prend son sang, donc il chope un timicé qui passait par là, parce qu'évidemment il était à Vienne. Il fait une potion alchimique avec le sang, il dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, non mais il n'y a aucun effet secondaire, vous ne serez jamais un vampire. Trémère boit la potion, Etrius dit, non, faudrait peut-être pas faire ça quand même. Et finalement les 7 boivent la potion, et félicitations, ils deviennent tous des vampires. Très rapidement, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un plan d'attaque qui est mis en route par le cercle des 7 qui dit, bon bah nous on va commencer à créer des vampires très rapidement. Donc ils commencent à transformer tous les apprentis mages humains en vampires. Un jour, il y en a un qui arrive à se barrer, qui sonne l'alerte à Deuce Step, donc dans la grande forteresse des magiciens. Et là, c'est pétage de plomb généralisé. Tous les mages tombent sur la tronche des Trémères. L'ordre d'Hermès fait une alliance avec les Timicés, qui ne sont pas les plus humanistes, pour pulvériser parce que s'il y a bien un truc que détestent les Trémères, des Timicés, c'est qu'on prenne les leurs et qu'on les torture. Il y a même des gangrels qui joignent parce que les Trémères commencent à créer des gargouilles, et les gargouilles sont créées à partir de gangrels, ce qui fait un peu péter un plomb à tout le monde, et les Trémères ne doivent leur survie qu'à des expérimentations magiques et un deal qu'ils vont passer en sous-main avec les Ventrus, concrètement, en disant « Ah, mais vous savez, avec l'Inquisition qui arrive, ils tirent leur épingle du jeu, ils disent « Mais vous savez, nous, on a des moyens de vous protéger contre les Assamides, vous savez, on serait très utile pour vous aider sur la Camarilla. » Et c'est un peu comme ça que ça se fait, ce qui fait que les gangrels ont toujours en fait une dent, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir tuer tous les Trémères. Et les Timicés, on n'en parle toujours pas, on n'en parle pas. Mais il y a une seconde, ce qu'on appelle la guerre de Masada,
Et il y a une deuxième guerre de Masada qui se pointe en rivette. Bon, ça, je passe les détails. Bref. Mais parmi tous ces Tremere, il y en a un qui n'est pas content. C'est Goratrix. Parce que Goratrix, il a des ambitions démesurées. Il a les dents longues. Très. Et il dit, bah fuck it. Parce qu'à un moment, Tremere va croquer Solo, qui, on rappelle, un antédiluvien qui était le fondateur de Salubri. Solo, et donc il le draine, et il prend tous ses pouvoirs, il dit « Ouais, je suis fatigué, je vais me coucher ». Sauf que Solo est très particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que Solo est essentiellement... Tous les antédiluviens sont des ordures. Pour aller très très vite, tous les antédiluviens sont des ordures. Mais curieusement, le seul antédiluvien que les gens d'une façade apprécient, c'est Solo. Parce que Solo était techniquement l'enfant préféré de Cain, que Solo a dit « Oh non, c'est pas bien, il faut pas tuer les secondes générations », que Solo a cherché très rapidement Golconde, qui était le secret conféré par le dernier ange qui a visité Cain quand il s'est fait maudire, donc chez Lilith. Et Solo est un grand poète, c'est pas un guerrier, il est parti en Asie pour apprendre tous les mystères des Kuei-jin, et il est revenu avec un œil supplémentaire. Et voilà, Solo, c'est un mec super, il a trouvé Golconde, il a enseigné Golconde aux autres, c'est lui qui a fondé l'Inconnu, c'est super. Sauf que, est-ce que c'est vrai? Parce que d'autres vous diront, les Baali notamment, vous disent « Ah oui, vous savez, la raison pour laquelle on est des vampires, c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient faire une expérimentation. » Alors ils disent « Oui, c'est Ashur, machin, un grand démoniaque, sauf que peut-être que finalement, c'est peut-être Solo qui a fait une expérience. » Les Kuei-jin vous diront « Ah oui, Solo, le mec qui nous a volé une de nos techniques, un Shitai, donc un art divin, oui, le troisième œil, c'est de chez nous, en fait, il nous l'a piqué. » Et en fait, on s'aperçoit que Solo est vraiment un type à double visage, puisque même l'Inconnu qui se revendique de lui, je rappelle que l'Inconnu, c'est techniquement 12 mecs dans un château qui tous les ans font un sacrifient un vampire ou un humain afin de garder, entre parenthèses, leur château sécurisé et de poursuivre Golconde. Alors, je sais pas comment on fait pour poursuivre Golconde quand on tue des gens, mais bon. Et donc Solo a vraiment cette réputation qui est évidemment exagérée de la part des Tremere qui disent « Bon bah voilà, les Salubris, c'est tous des voleurs d'âme ». Ce qui n'est pas exactement vrai, c'est-à-dire que les Salubris ont ils ont une discipline qui s'appelle, alors de tête, je crois que c'était OBA, peut-être des bêtises, hein. Mais c'est une discipline qui leur permet de soigner tout, de guérir, de ramener de l'humanité, enfin pas de ramener de l'humanité, mais de préserver les corps, d'aider, de protéger de l'étreinte. Ils sont assez similaires d'un côté aux enfants d'Osiris, en moins bourrin, et de l'autre, il y a les guerriers, donc les guerriers, parce qu'il y avait deux voies, il y avait des guerriers qui protégeaient justement les pèlerins, les fidèles, qui s'est un peu imposé. Évidemment, quand les Salubris ont commencé, quand Solo s'est fait bouffer par Tremere, les Tremere ont repoussé les rumeurs et personne n'a osé protéger les Salubris. Et quelque part, en fait, le deal, la cruauté, c'est que la Camarilla, en tout cas les princes et la Camarilla plus tard, ont fait le calcul en se disant que c'était plus intéressant d'avoir les Tremere que de protéger les Salubris. Ce qui fait que les Salubris officiels ont commencé à se faire chasser one shot. Techniquement, il n'y en a que 7 dans le monde. Enfin bon, ça c'était une technique à l'époque, au début en V2. Et de l'autre, il y a ceux qui ont dit, vous savez quoi, rien à foutre, les préceptes, comme quoi il faut qu'on soit que 7 Salubris, rien à faire, on ne suit plus Solo, on va suivre l'un de ses enfants qui lui était un guerrier, et ils rejoignent le Sabbat, et ils y traînent comme des porcs, et c'est des grands guerriers, et même le Sabbat est là, genre, wow, c'est vachement bien, dis donc, on a des super guerriers avec 3 yeux qui sont juste là pour la bagarre, mais ils sont un peu violents quand même. Et donc une lecture du personnage de Solo, c'est que comme Cappadocius, peut-être qu'il n'a créé une lignée que pour l'utiliser ou comme un bouclier. Ou juste pour une raison obscure, mais certainement pas par amour, certainement pas pour les protéger. Donc on revient à nos moutons, on est à la fin du XIXe siècle. Goratrix dit « Dis donc, j'en ai ras-le-bol, pourquoi est-ce que je suis en train de servir un mec qui dort ça ne sert à rien. » Donc il dit « Fuck it », il se casse, il rejoint le Sabbat, il dit « Je vais créer une lignée », donc il crée les Tremere anti-tribu, il crée ce qu'il appelle la maison Goratrix, et pendant un temps, ça se passe bien. Le Sabbat est super content parce que... le Sabbat est très content d'avoir toutes les expérimentations des Tremere anti-tribus, mais de l'autre côté, personne ne leur fait confiance. Et les Tremere sont très très vénères, ils leur mettent une marque magique comme les Assamites, c'est un calvaire. En termes de jeu, je pense que donc cette maison Goratrix et Goratrix lui-même finissent tous par mourir dans les flammes au Mexique. Et c'est ça que Beckett vient observer. Pourquoi? Parce que
il y a des rumeurs qui disent que Trémère s'est réveillé, que Trémère a un troisième œil qui lui a poussé sur le front, ce que Étrius peut voir. Et beaucoup de gens, en tout cas dans la vision dans les rêves de Beckett, et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a plein de visions qui sont données sur l'un des premiers, un ange, les premiers salubris, il voit des vers avec 3 yeux, il voit un ver qui commence à dévorer quasiment la planète entière, il voit le symbole donc, de la maison Goratrix, donc les antitribus, et plein de visions comme ça, notamment un type qui s'appelle le Maître des Corbeaux. Le Maître des Corbeaux était un type qui fait du prosélytisme sur l'inconnu, enfin qui cherche à renverser l'inconnu, qui est un personnage, je crois, inventé vraiment pour la V5 et pour ce livre. Et Beckett finit par poursuivre, donc il va à Hong Kong. À Hong Kong, il tombe sur Karl Schreck, qui est l'ancien justiciar, je crois, dans cette lignée, qui est l'ancien justiciar Trémère, qui est arrivé ici pour, on ne sait pas trop, mais potentiellement tuer un mec qui s'appelle Oliver Trace. Oliver Trace, c'était le régent de Hong Kong pour les Trémères. Concrètement, Oliver Trace, c'est une ordure. Il a 2 points d'humanité et il cherche à faire des pactes avec les Yamaking, donc les rois démoniaques des Kuei-jin, donc des enfers asiatiques, pour s'en sortir. Et vu qu'on ne le voit pas, Beckett subodore que Schreck va le tuer. Ils tombent ils vont discuter tous les deux avec un vampire étreint en Asie, mais qui se revendique des enseignements de l'inconnu et de Trémère, et qui dit Trémère arrive, et, Solo arrive, et hop là, il saute, il l'appelle Zaolat, et Beckett le voit sauter d'un immeuble d'un 25e étage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça c'est assez important pour tout le métaplot, en fait Solo a fait exprès de se faire croquer. Comme Cappadocius, qui cherchait un moyen, on va en reparler plus tard, d'atteindre la divinité, Solo a fait exprès de se faire croquer par Trémère pour pouvoir prendre le contrôle de Trémère et quelque part étendre. Alors, il y a différentes. J'ai pas la réponse, hein, ça je pourrais pas vous le dire, mais l'idée c'est que il a senti que son temps était venu, que peut-être quelque part le temps des salubris était venu, ce qui est très sympa pour les salubris. Il s'est laissé croquer par Trémère, et ça c'est une règle qui est extrêmement importante, on l'a déjà vu avec Mithras. Si vous êtes un très vieux vampire et que quelqu'un essaie de vous diableriser, vous y perdrez forcément quelque chose. Et l'âme du vieux vampire que vous avez croqué perdurera d'une manière ou d'une autre en vous. Et sa puissance est beaucoup plus importante que la vôtre. Donc, Trémère n'existe plus, et bonjour Solo, c'est pour ça qu'il a un 3e œil. Sauf qu'avant que ça se produise, Trémère, lui, a propulsé son esprit, ce qui reste dans son esprit, dans le corps de Goratrix, puisque techniquement il avait étreint Goratrix, enfin ce qui n'est pas exact, et il a commencé dans le corps de Goratrix à cramer tout le monde dans l'université du Mexique, ce qui fait que tous les Trémères anti-tribus qui avaient été réunis ont été cramés. Et Goratrix est pulvérisé, Trémère qui est dans le corps de Goratrix ne peut pas revenir dans son corps, et du coup, ça laisse le champ libre à Solo pour faire ce qu'il veut, et il se frotte un peu les mains. Il y a dans ce livre-là une envie de passer un peu outre ça, en se disant, finalement, en montrant la dualité de Solo, en montrant différentes pistes qui peuvent être abordées sur, par exemple, finalement, contrairement à la Revised, où il se passe rien il se passe pas grand-chose. En gros, Trémère ne sort pas de son cercueil avant la GN, même s'il fera des trucs assez importants. Là, on vous donne tout un listing en vous disant peut-être que Solo appelle tous les Trémères pour les convertir à la pyramide de Vienne. Peut-être qu'il reprend la forme de Goratrix et qu'il fonde à nouveau une sorte de nouvelle fondation pour repartir et recommencer sa pyramide de Ponzi. Peut-être que le Maître des Corbeaux apparaît et et vient voir le cercle intérieur pour prêcher Golconde. J'en sais rien, j'en passe des meilleurs. Mais l'idée là, c'est que Solo est ambigu, a une dualité. Certes, d'un côté, il cherche à propulser les vampires et les amener vers Golconde, ce qui est quelque chose qui était très important en Revised. C'était tellement important en Revised que quasiment tout GN, le dernier bouquin, est basé sur le fait que Solo est gentil. Et là, il essaie de remettre un peu de couleur là-dessus en disant finalement, les rumeurs comme quoi Solo serait une ordure, peut-être qu'elles sont pas si fausses. Et je crois que j'ai fait 4 chapitres, mine de rien. Attendez, tac, Dracula. Ouais, j'ai fait 4 chapitres, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais prendre trop de distance. Et évidemment, on arrivera à Carthago, ce sera un chapitre sur Carthage, qui
qui m'est très très cher, parce que, pas tellement le chapitre, mais les éléments, parce que c'est lié à un jeu vidéo qui s'appelle Vampire Masquerade Redemption, qui était, quand j'étais jeune, je devais avoir 13-14 ans, je l'ai fait dans tous les sens, c'est un jeu que j'adore, c'est le jeu qui m'a initié à Vampire la Mascarade de Monde des Ténèbres. J'ai une immense, j'ai une immense tendresse pour ce jeu vidéo, et je tire mon chapeau à Onyxpass parce qu'ils ont été chercher, bon, Catherine Weiss qui est un personnage important, mais même le joueur principal, le personnage principal de ce jeu vidéo, qui s'appelle Christophe Romuald, qui Dieu sait qu'il n'est pas très intéressant. Ils ont été le chercher, ils en ont fait quelque chose, et c'est génial. Moi, je trouve ça, enfin, moi, ça me fait extrêmement plaisir, parce que la doxa, maintenant, l'attitude générale des joueurs de Vampire la Mascarade, et des joueurs de jeux vidéo en général, c'est que Vampire la Mascarade Redemption, c'est un jeu de merde. Ce à quoi je suis pas du tout d'accord, j'ai beaucoup d'arguments pour ça, et comme disait un de mes professeurs de cinéma, parfois même les chercheurs font de la reconsidération esthétique, qui est un moyen de prendre des films que vous aimez et de faire tout un mémoire dessus pour dire qu'en fait, c'était vachement bien. Mais vous êtes chercheur, donc ça passe. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit très bientôt pour la suite de Un été avec Beckett. Allez, salut!